Vitus consacré à la nouvelle version, la version 2.8. Dans cet épisode, nous allons prendre en main la nouvelle interface ainsi que les nouveaux raccourcis clavier qui se reportent à cette nouvelle interface. Nous allons faire une première modélisation de base, donc on va prendre en main les premiers outils d'édition. Et à la fin, comme je le préconise toujours, nous allons mettre en pratique ce que nous aurons appris en créant quelque chose de concret. Dans ce cas-ci, nous allons créer un atome. Voilà, c'est parti. Alors, pour vous mettre en appétit, voici un aperçu de ce qu'on va réaliser. Donc, c'est un noyau constitué de protons et de neutrons avec 3 orbites contenant des électrons lumineux. Donc, tout ça avec le rendu sous Eevee. Voici l'interface de Blender telle qu'on l'a laissée dans la vidéo précédente. Donc c'est la nouvelle version, la version 2.8 bêta. Et nous commençons par cliquer dessus. Et il y a une première chose à savoir, c'est que contrairement à la version précédente, désormais le clic sur un objet avec le bouton gauche, c'est pour sélectionner cet objet. Par exemple, je veux sélectionner la caméra, je clique ici et vous voyez que le cube s'est désélectionné. Donc, c'est devenu une sélection de type, je dirais, normal, comme on voit dans beaucoup de programmes. On clique avec le bouton gauche pour sélectionner quelque chose. Maintenant, si on veut sélectionner plusieurs choses en même temps, on tient la touche Shift appuyée et on sélectionne. Vous voyez, ici, j'ai sélectionné les 3 éléments qui se trouvent dans la scène en faisant Shift et avec le clic gauche. Alors, très important, 2 nouveaux raccourcis. Pour désélectionner tout sur votre scène, il faut appuyer Alt-A. Voilà, je viens de le faire. Et pour tout sélectionner, il faut appuyer A. Donc, c'est en fait bien mieux que la fois précédente, que la version précédente, parce que maintenant, il y a bien un raccourci par type d'action donnée. Pour tout désélectionner, Alt-A. Pour tout sélectionner, A. Alors, comme dans tous les autres programmes, donc si je clique à côté, je désélectionne tout aussi. Et le bouton droit, par contre, est devenu un bouton contextuel. Vous voyez? Donc si je clique sur un objet et que je fais bouton droit dessus, eh bien, vous voyez, j'ai un bouton qui concerne notamment cet objet. Je peux le rendre plus mou avec Smooth, Shade Smooth, le déliter. Si maintenant, je vais en mode édition. Pour aller en mode édition, il faut sélectionner l'objet et taper sur Tab. Et bien maintenant, si je fais un bouton droit dessus, vous voyez, j'ai un menu qui a changé. Donc c'est un menu contextuel. Je peux subdiviser. Donc je recommence bouton droit, subdiviser. Ou alors utiliser le petit sous-menu ici pour subdiviser encore et encore. Voilà. Donc là maintenant, je peux faire Alt-A pour tout désélectionner. Et je retape Tab pour entrer de nouveau en mode objet. Donc, les modes sont indiqués ici. Vous voyez, il y a plusieurs modes possibles. Le mode objet, le mode d'édition, le mode de sculpture, le vertex paint, le weight paint et le texture paint. Pour l'instant, nous, on va s'occuper surtout de l'object mode et de l'edit mode. D'accord? Alors, première grande chose à savoir, donc, dans mon interface, donc, pour manipuler la scène, j'ai maintenant ce qu'on appelle ici le gizmo. Le gizmo, c'est l'ensemble de ces 5 icônes, les 4 noirs, suivis de cette espèce de rose des vents. Eh bien, c'est très facile. Ceci, le premier, quand on clique dessus, on switch entre la vue orthographique, c'est indiqué là, et la vue en perspective, donc la user perspective. C'est la même chose lorsque l'on clique sur la touche 5 du clavier numérique. Alors, je tiens à rappeler que dans le clavier numérique, il faut faire une différence entre les chiffres tapés ici dans le clavier numérique et les chiffres tapés ici dans la partie alphanumérique. D'accord? Donc, quand je parlerai du chiffre 5 du numpad, je parle du 5 qui est ici. Alors, donc, on vient de voir la touche 5. Donc, voyez toggle orthographique et perspective. Et je peux la voir avec le bouton gauche de la souris en cliquant sur le gizmo. Alors, je reviens en mode en perspective. La caméra. Vous voyez cette belle petite caméra. Quand je clique sur l'icône de caméra, je rentre dans la vue de la caméra. C'est-à-dire que je vois ce que voit la caméra. Je peux recliquer dessus pour en sortir. Et il y a aussi un raccourci qui équivaut à cliquer sur cette caméra, c'est la touche 0 du clavier numérique. Vous voyez? Donc, quand je touche 0, je rentre dedans. Quand je retouche 0, j'en sors.
Maintenant, si je veux passer ma caméra, imaginons voilà que c'est la vue qui m'intéresse, c'est de la voir comme ça par ici, hein, imaginons que j'ai une scène plus complexe, eh bien dans ce cas-ci, donc je désélectionne tout, je fais CTRL-ALT-0. Et donc cela fait une chose intéressante, ça place la caméra au niveau de la vue de ma fenêtre. D'ailleurs, si j'en sors en faisant 0, vous voyez que la caméra est juste devant ma vue de fenêtre. Donc elle a changé de place. Et même chose, comme toujours, les 0 restent toujours d'actualité. Je rentre dans la vue caméra, j'en sors. Mais le contrôle Alt 0 permet de changer le point de vue. Donc encore une fois, imaginons que ceci m'intéresse, je fais CTRL Alt 0 et j'ai ma vue là-dessus. Alors, je fais 0 pour ressortir. Et maintenant, je vous parle de ceci. On appelle ça, c'est un déplacement latéral de l'espace de travail. Moi, j'appelle ça le pan. Quand on clique avec le bouton gauche dessus, vous voyez, on sait aller donc de gauche à droite, de haut en bas, donc on change la vue. Remarquez que quand on est en mode orthographique, c'est vraiment un déplacement vraiment parallèle. Il n'y a aucune perspective qui change, forcément, il n'y en a pas dans la vue orthographique. Donc je reviens en mode perspective. Il faut maintenant signaler que ceci, le mode pan avec la souris, peut être imité en faisant Shift et le bouton du milieu de la souris. Donc je fais Shift et le clic au milieu de la souris, et bien j'ai la même chose. Ça c'est souvent utile quand vous êtes en train de modéliser et que vous n'avez pas envie d'aller jusque là pour faire le déplacement. Alors la vue zoom, c'est très simple. Quand on se met dessus, on monte, on descend, enfin dès qu'on bouge, oui, il faut monter en haut et en bas de l'écran. Et alors vous voyez, on fait des zooms. Ceci est aussi faisable en appuyant CTRL et en roulant et en appuyant, pardon, c'est pas en roulant, c'est en cliquant sur la molette de la souris et aussi en faisant monter descendre. Donc moi je trouve que c'est très bien le gizmo parce que ça permet rapidement, avec un simple clic droit, le clic droit est toujours à portée de la main si je puis dire, de faire des choses de mise en autre perspective de ce que vous voyez à l'écran. Alors cette petite rosace ici c'est très intéressant parce que finalement c'est la même chose que lorsque je suis dans la vue et que je clique avec le bouton du milieu de la souris, donc je peux tourner ma scène sous tous les angles que je veux pour bien la voir. Et bien c'est la même chose quand je vais ici, je clique dessus, je fais une rotation, je peux voir ce que je veux dans tous les sens. Alors ce qui est intéressant c'est que si je veux voir la vue de face de X, je n'ai qu'à cliquer sur X et hop, je me suis vu en vue orthographique où vous regardez bien, c'est le X qui pointe vers moi. C'est plus flagrant si on se met en mode orthographique. Maintenant, si je clique sur Y, hop, regardez, c'est le Y qui pointe vers moi. Donc, vous voyez, je le bouge un petit peu. Et la même chose pour le Z. Donc, c'est très intéressant. Et ce qui est chouette aussi, c'est que pour cette fois-ci, ça permet d'aller plus vite à l'arrière. Voilà, ici, je suis toujours le long de l'axe X, mais à l'arrière. Donc, vous voyez, le X des positifs, en fait, il pointe par là, vers le haut de mon écran. Et vous le voyez ici. Alors il faut savoir qu'il y a aussi dans le numpad des raccourcis clavier pour jouer là-dessus. C'est le 1 pour être vu avec le Y devant soi, le 3 pour voir le X devant soi et le 7 pour voir le Z devant soi. Donc ça correspond le 1, le 2, le 1, le 3 et le 7, ça correspond à cliquer sur ces icônes X, Y et Z. Alors, lorsque nous avons une vue avec différents objets, on peut avoir besoin de maximiser ce qu'on voit ici. Pour ce faire, on appuie sur CTRL barre d'espace, et donc vous voyez que la vue dans laquelle j'étais prend tout l'espace. Donc c'est intéressant, j'ai une plus grande vue, et ça je peux le faire momentanément. Pour ressortir, je refais CTRL Space. C'est la même chose pour ici. Imaginons que vous avez beaucoup de collections et vous voulez avoir ça sur une grande vue de l'écran, vous faites CTRL Space Bar et vous voyez c'est toute votre fenêtre des collections qui s'ouvre. Même chose, CTRL Espace pour en sortir. Même chose pour tous les écrans, vous voyez, donc ici c'est la fenêtre des propriétés, je peux l'agrandir. Alors, il faut remarquer maintenant ceci, cette petite rosace avec un cercle rouge pointillé rouge et blanc. Donc il s'agit du curseur 3D.
Autrefois, quand on cliquait sur la scène, comme je fais ici je clique avec le bouton gauche, c'était très embêtant parce que ce curseur se déplaçait et il fallait toujours le remettre où on voulait. Ici, maintenant, ils ont bien séparé les deux actions. Sélectionner, c'est une chose, et jouer avec le curseur 3D, c'est une autre chose. Donc si maintenant je clique là-dessus, vous voyez, donc il va se mettre par rapport à la vue, c'est indiqué en haut, et vous voyez, là je le déplace. D'accord ? Alors, si je veux le placer précisément, ce curseur 3D, eh bien, je peux appuyer sur la touche N, ce qui ouvre le panel de droite, et il y a là-dedans une section qui concerne le curseur 3D. Si je veux le remettre au centre de ma scène, je sélectionne les trois cases d'un coup, je fais 0, Enter, et vous voyez que le curseur 3D revient à son origine. Donc, au passage, je rappelle que le N, c'est pour afficher ou enlever le panel de droite, et la touche T, c'est pour effacer ou afficher le panel de gauche. En général, le panel de gauche, il restera toujours sur place parce que vous allez en avoir besoin. Il faut savoir que quand vous venez dessus avec la souris au bord et que vous tirez et qu'il apparaît une flèche à deux extrémités, vous pouvez faire apparaître le texte de ce dont quoi il s'agit. Ça peut être très utile au début quand on ne s'y retrouve pas trop. Alors, l'outil... Ah, je suis encore ici en mode curseur, j'ai cliqué sur l'écran, donc je vais le remettre à 00 parce que c'est plus propre. Je remets Select Books, et je reclique sur le cube, donc j'ai en ce moment que sélectionné mon cube. Ça se voit qu'il est sélectionné parce que ici, dans la liste des collections, on voit que l'icône de Mesh ici est entourée. Alors, ce que je voulais vous montrer d'abord, c'est que parfois, il y a des sous-menus. Je reviendrai plus tard lorsqu'on fera de l'édition. Mais si vous laissez à cliquer dessus, vous voyez Select Box, Select Circle et Select Lasso. Même chose ici dans le Scale, il y a deux options. On y reviendra. Maintenant, nous allons voir en détail de quoi il s'agit. Donc, mon cube est sélectionné. Si je clique sur Move, vous voyez qu'il apparaît trois flèches. Eh bien, elles permettent de bouger l'objet de façon maîtrisée. Par exemple, si je clique sur la flèche verte, eh bien, le cube ne bougera que dans la direction des Y. Je fais CTRL Z pour annuler. Même chose pour l'axe bleu qui est le Z, CTRL Z pour annuler. Et même chose pour l'axe, la flèche rouge qui me fait bouger le cube dans l'axe des X. Alors, il y a des petites surfaces ici, ça permet de bouger l'objet dans le plan excepté dans l'axe X. Donc ça veut dire ça va bouger dans le plan Z et Y, mais pas dans le plan X. Regardez, je clique dessus. Vous voyez, je sais la bouger, mais si vous vérifiez bien, aussi loin que je la mette, elle n'aura pas du tout bougé selon l'axe des X. Donc ça peut être très intéressant dans certains placements d'objets lorsque vous avez des scènes complexes. Donc je remets ça au milieu. L'objet rotate, donc vous voyez ici, c'est un objet intéressant qui contient 4 parties. Une partie pour tourner autour de l'axe Y, une partie pour tourner autour de l'axe des X, et un cercle pour tourner autour, de l'axe des Z. D'accord ? Alors, le rond ici, c'est pour faire une rotation par rapport à la vue de ma fenêtre. Donc si je tourne sur le blanc, regardez, il va tourner sur lui-même, mais tout en restant dans le plan formé par la vue de ma fenêtre. Alors, maintenant, donc je annule tout. Voilà, je replace mon cube au centre de tout. Et cette fois-ci, je vais cliquer sur Scale. Et donc, c'est un peu similaire au mouvement, mais la seule chose, c'est que l'on agrandit la taille dans l'axe des Y, CTRL Z, la taille dans l'axe des Z, CTRL Z, et la taille dans l'axe des X, CTRL Z. Donc, voilà. Et même chose ici. Ici, maintenant, si je clique sur le plan, je vais agrandir ça sur deux axes, l'axe Y et Z, mais pas sur l'axe X. D'accord ? Donc, c'est très intéressant, ces petites facettes. Alors, l'outil général Transform, c'est très simple. Ce sont les trois autres
en une seule fois. Donc en un seul clic ici, j'ai les outils de rotation, les outils de mise à l'échelle et les outils de déplacement. C'est un peu plus confus, moi je l'utilise quasiment pas, mais bon voilà, c'est toujours bon à savoir que ça se trouve là. Alors je reviens en simple move, ou plutôt en rotation. Il faut déjà le savoir, même si je ferai un épisode spécial là-dessus. Lorsque je fais une rotation, donc regardez, ici je suis en coordonnées globales, d'accord? Global, ça veut dire que c'est par rapport à l'axe de ma scène, ou en quelque sorte de mon univers, du monde. Si je clique sur local, je vois les mains, mais pour l'instant, je vois la même orientation, mais elles sont posées exactement comme le sont les flèches globales. Donc, si je fais une rotation, je vais mettre en global. Hein, si je fais une rotation de mon cube, voyez par exemple, suivant l'axe des Y, vous pouvez remarquer une chose. En global, ça n'a pas changé. Par contre, en local, cette fois-ci, les axes ont changé. Et ça, je développerai une vidéo donc spécialement là-dessus parce que c'est un peu plus complexe. Enfin, c'est pas que c'est complexe, mais il y a des choses à bien comprendre. La rotation qui a été faite se retrouve ici, donc indiquée là. Et si je veux l'appliquer, je ferai un CTRL A pour appliquer la rotation. Et dans ce cas-ci, vous voyez, il n'y a plus de rotation. C'est comme si l'objet n'était plus rotationné, mais que il se retrouvait de nouveau dans l'orientation des axes globaux alors que l'on est en local. Donc c'est peut-être un peu complexe de parler de ça maintenant, mais bon voilà, je voulais vous le dire, CTRL Z, au passage. Je voulais le dire au passage. Alors, maintenant, pour entrer en mode édition de cet objet, donc je rappelle qu'il est sélectionné, donc ce n'est pas la lampe qui est sélectionnée, c'est le cube que je sélectionne, on appuie sur Tab. Et donc je rentre en mode édition de l'objet. Donc vous voyez qu'ici il y a toute une série d'autres outils, donc je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il y a ici une icône qui permet de switcher entre la vue à travers l'objet. Donc là je vois tous les vertex d'un coup. Ça peut être très intéressant quand je veux sélectionner toute une partie. Par exemple, regardez, je me mets en mode avec le 5 en mode orthogonal, vue avec l'axe Y devant moi, et je les sélectionne toute la moitié ici. Eh bien, je ne vais pas sélectionner que les vertex qu'il y a devant, mais je vais sélectionner, grâce au fait que c'était en mode transparent, tous les vertex qui étaient dans l'alignement de ma sélection. Voyez-vous? Alors, avec la sélection, il y a une chose qui est très importante à savoir. Vous avez, donc, quand vous choisissez un objet ici, des détails ici, par rapport à la façon d'ajouter, de soustraire, ou d'avoir une différence, une intersection avec votre sélection. Regardez bien. Donc je sélectionne l'outil Select Box, d'accord? Et si maintenant je clique sur New, enfin c'est cliquer sur New, si je refais un box, il me fait une nouvelle sélection. Maintenant si je clique sur Add, il me fait une sélection, il ajoute la sélection que je viens de faire à la précédente. Regardez, je peux faire ça une troisième fois. Voilà, il ajoute cette sélection que je viens de faire là. Maintenant, si je me mets en Subtract, il va m'enlever ce que je vais sélectionner en ce moment de ce qui est sélectionné à l'instant. Donc par exemple, imaginons que voilà, ça je ne veux pas, je vais l'enlever. Et bien comme je suis en Subtract, regardez bien, voilà, il a gardé le dessus, mais il a enlevé le bas. Alors, la différence, c'est comme les opérations booléennes. Hein, donc, je vais sélectionner maintenant ici ceci. Et donc, il va me faire la différence. C'est ceci. Donc, ceci moins ce que j'ai sélectionné. Donc, il enlève ce qui est en commun. Et l'intersection, si jamais je fais maintenant une sélection comme ça, il va prendre que ce qui était ici, parce que c'était dans l'intersection entre ma sélection ici et la sélection là. Alors, je ressors du mode édition en allant au mode objet. Il faut savoir maintenant qu'il y a un raccourci avec ce qu'on appelle un pie menu, donc c'est-à-dire un menu en forme de camembert. On fait ça en faisant CTRL-Tab. Et donc, vous voyez, il apparaît les différents modes. C'est très pratique parce que c'est vraiment à portée de souris. Donc, CTRL-Tab pour le faire apparaître. Donc, si maintenant, mon objet, je veux aller en Edit Mode, j'ai qu'à cliquer dessus. Même chose, CTRL-Tab, hop,
si je veux ressortir, j'ai qu'à cliquer dessus. Et en fait, ce qui est bien, c'est que c'est même directionnel. C'est-à-dire, j'ai même pas besoin d'aller jusque là. Je peux cliquer ici, c'est bon aussi. Vous voyez, donc, hop, hop, voilà. Je vais même pas jusque là. Je clique ici. C'est bon, je suis sorti en mode objet. Il faut aussi savoir qu'il y a un raccourci direct. Donc, comme je l'ai déjà dit, comme vous avez pu le voir, le raccourci tab pour entrer directement en mode objet, parce que donc en mode édition, parce que le mode édition est quand même un mode dans lequel on est souvent pour modeler ce que l'on veut modeler. Alors, autrefois, quand on appuyait sur Spacebar, ça lançait un menu de recherche. Maintenant, Blender est devenu plus traditionnel. Quand on appuie sur Spacebar, on lance une animation. C'est comme ça dans beaucoup de programmes, donc ça je trouve ça très bien. Et quand on appuie sur Spacebar de nouveau, ça l'arrête. Donc ici je suis revenu au début. Alors pour faire défiler à la main le curseur ici des frames, je clique sur le bouton droit. Donc avec le bouton droit, je sais sélectionner. Bon, évidemment ici il n'y a pas d'animation, donc on ne voyait rien bouger, mais voilà, je vous le dis quand même, comme ça l'information est passée. Par contre, on parlait de recherche. Pour faire une recherche, maintenant, c'est la touche F3. Effectivement, quand j'appuie sur F3, eh bien, je peux taper une commande que j'ai en tête, mais que je ne sais plus où elle se trouve. Donc, voilà, Subdivision. Donc, par exemple, je vais mettre en mode objet, en mode édition, et je ne me rappelle plus où est la commande pour subdiviser. Eh ben, je fais F3, je fais Subdivide, et là, je le vois ici, hop, c'est parti. Et donc, ça a subdivisé ce qui était sélectionné. Vous voyez, c'est très intéressant. Alors, il faut savoir maintenant que la touche F2, ça ouvre un menu contextuel par rapport au fichier. Donc, on sait faire un nouveau fichier, ouvrir, on sait lier un autre fichier, on sait ajouter un autre fichier et faire de l'import et de l'export. Donc, on y reviendra aussi. F4, c'est un menu contextuel par rapport à la fenêtre. La chose la plus intéressante ici, c'est le horizontal split et le vertical split. Donc, je suis sur une fenêtre et je voudrais la couper en deux. Eh bien, je peux faire F4, vertical split, et vous voyez, je sais bouger une ligne ici. Si je clique là-dessus, j'ai créé deux fenêtres à ma vue. Si je refais F4, je peux de nouveau faire un autre horizontal split ici. Voyez, hop. Et si jamais je change d'avis et que je veux quand même la faire verticale, je peux encore taper sur Tab. Et donc Tab, ça me fait jouer entre le vertical et l'horizontal. Voilà, je clique et j'ai créé ici trois vues. Alors, pour revenir à une seule fenêtre, c'est un peu plus complexe, mais c'est faisable. Il faut cliquer ici sur le plus. Ah oui, il faut d'abord se mettre dans celle-ci, les deux en face. Donc, voilà. J'ai cliqué avec le plus vers le bas, donc je le maintiens appuyé et je le lâche. Même chose ici, avec le plus, hop, je reviens soit c'est celle de gauche que je veux garder, et donc je fais ça, soit c'est celle de droite que je veux garder, et alors je fais ça. En ce moment, j'ai le doigt appuyé sur le clic gauche de la souris. Voilà. Et alors, il faut connaître aussi la touche F12, qui est la touche pour afficher le rendu. Alors, pour le rendu, je vais mettre une lumière ici, je clique sur la lampe, avec l'outil transform, je la descends un peu plus proche du cube, et je vais la transformer en soleil, un truc un peu plus puissant. Donc je vais ici, dans les icônes de lampe, et vous voyez ici, elle est au format point, je vais la transformer en soleil, et je vais y mettre beaucoup plus d'énergie, je vais y mettre 30, d'accord? Maintenant, quand je me mets en mode, enfin quand je lance le rendu avec F12, donc je vois bien mon cube, et il faut voir que ça a ouvert une fenêtre séparée de la fenêtre principale. Voilà. Alors, une chose qui est très intéressante, en bas ici, là, juste, je ne sais plus comment on appelle cette ligne du bas, il y a tout ce que vous pouvez faire à l'instant où vous vous trouvez ici maintenant dans Blender. Par exemple, il y a 4 raccourcis clavier qui sont à connaître. C'est G, R et S. G, c'est pour bouger un objet sélectionné. Donc je fais Escape
pourra annuler. Mais regardez, si je fais G, qu'est-ce que vous voyez en bas de l'écran? Vous voyez ici, oui, c'est difficile de le montrer tout en étant en mode G. On voit en bas de l'écran que on peut confirmer, annuler, cancel, aller vers l'axe des X, l'axe des Y, l'axe des Z, ou alors le plan X, le plan Y, le plan Z. Vous voyez, donc ça indique tout ce qu'on peut faire. Par exemple, si maintenant que j'ai appuyé sur G, j'appuie sur X, eh bien, ça limite mon mouvement sur l'axe des X. Voilà, je clique pour confirmer. Et maintenant, si je fais grab G sur l'axe des Y, il ne déplacera que parallèle à l'axe des Y. D'accord? Et donc c'est intéressant parce que donc ici en bas, on a toujours maintenant des infos de ce que l'on peut faire en ayant appuyé sur une commande donnée. CTRL Z pour remettre au début. Alors, très important, donc je vais en mode édition. Alt A pour annuler tout. Vous voyez ici, si je sélectionne, enfin, vous voyez ici, il y a le vertex select qui est sélectionné. À droite, c'est le edge select, donc c'est-à-dire les bords. Et ici, c'est le face select. Donc, en cliquant ici, je ne sais sélectionner que des points. Donc, si maintenant je fais Shift, eh ben, je sais en sélectionner plusieurs. Voilà, ici, je vais enlever la transparence parce que ça m'intéresse moins. Je préfère bien voir ce que je fais. Encore une fois, toujours avec le new, le add, le subtract et la différence. Ça, c'est très intéressant. Maintenant, si je me mets en mode Edge Select, il va garder ce qui a été sélectionné comme Edge. Mais, vous voyez, je peux sélectionner des Edges. Donc, si je fais Shift, je peux en sélectionner plusieurs. Et la même chose avec les faces. Voilà, ici je sais sélectionner des faces. En ce moment je fais Shift et je clique avec le bouton gauche et je sais sélectionner plusieurs faces. Donc je me remets en mode édition. Alors je vais supprimer mon cube en cliquant sur X ou alors sur Delete, c'est la même chose. Delete il le fait directement. Par contre si j'appuie sur X, là il me demande ce que vous voulez vraiment deleter. Donc c'est toujours bien d'appuyer sur X. Voilà. Et maintenant, je vais, pour ajouter une forme dans ma scène, je vais faire Shift A. Shift A ouvre le menu pour ajouter quelque chose sur la scène. Et bien, dans ce cas-ci, je vais ajouter un tore. Et vous voyez ici, il y a un petit menu qui s'est ouvert qui me permet, tant que je n'ai pas cliqué ailleurs, de paramétrer le tore que je viens d'afficher à l'écran. Donc, par exemple, je peux vouloir avoir plus de segments ou moins de segments. Le majeur radius, je peux l'agrandir, et le minor radius, c'est celui qui est dans le cercle du torus. Et donc voilà, je sais agir là-dessus. Donc voilà, je peux enlever le nombre de segments. Vous voyez, j'en mets beaucoup moins ou j'en mets beaucoup. Les minors segments, c'est ceux qui sont sur les côtés. Donc vous voyez, je peux faire des formes déjà intéressantes. Voilà, je clique ailleurs sur la scène, et là maintenant, je ne sais plus l'éditer. En tout cas, plus avec le menu en bas à gauche, mais je peux encore aller avec Tab dans le menu édition. Voyez, donc ici je suis toujours en mode sélection de face. Donc pourquoi? Parce que je n'ai pas changé les boutons ici. Il y a un raccourci dans le clavier alphanumérique, c'est le 1, le 2 et le 3. Le 1 c'est pour sélectionner les vertex, les 2 c'est pour sélectionner les arêtes, et le 3 c'est pour sélectionner les faces. Voilà, je fais Tab pour sortir du mode édition. Et je vais ajouter un matériel à cette forme. Alors pour ajouter un matériel, c'est très simple. On va ici, dans le petit icône où on voit une balle. Je fais Nouveau. Et je vais utiliser un matériel simple, donc le Diffuse BSDF, qui est le plus simple des matériels. Et je vais lui donner une couleur rouge. D'accord? Alors pourquoi ça ne s'affiche pas ici? Parce que je suis en mode... juste, on montre l'objet et ses ombres. Si je clique sur matériel ici juste à droite, alors là, vous voyez sa couleur. D'accord? Par contre, si je clique sur le rendu, alors ici, vous êtes dans la vue de ce qu'on appelle le moteur de rendu Eevee. Vous voyez, donc si je clique ici dans le petit l'arrière de l'appareil photo, on voit ici Eevee. Alors, si je retourne dans l'onglet environnement, je vais changer la couleur du background, je vais me mettre en noir. D'accord?
puis je reviens sur ma scène. Donc je suis toujours en mode rendu Eevee. Et donc, attendez, hein, hop, voilà, ma lumière est là. Ce que je voulais vous montrer, c'est que on peut enlever toutes les lignes de sélection, etc., toutes les lignes propres à la constitution de votre scène, en cliquant ici sur l'icône juste à gauche de Overlay. Donc là, vous n'avez plus que la vue du rendu de votre scène. Il faut savoir que Eevee est le mode de rendu, le nouveau mode de rendu de Blender, et il est en temps réel. Vous allez voir, c'est vraiment génial. Ici, on peut ajouter un effet bloom, donc il va avoir beaucoup de succès, même si à mon avis, il ne faudra pas trop en abuser, mais ça fait comme un rayonnement, comme une lumière irradiante. Déjà, elle est souvent très fortement paramétrée, et on peut la réduire un peu, c'est quand même déjà pas mal comme ça. Voilà, il est temps de faire notre premier objet concret. On va faire donc notre atome. Pour ce faire, il faut toujours avoir des images de référence. Donc on cherche des icônes d'atomes. Voilà, donc c'est le fameux symbole de science aujourd'hui. Même si aujourd'hui on ne se représente plus l'atome de cette façon, l'électron est vu de façon probabiliste, mais plus comme une trajectoire. Mais c'est toujours intéressant de le refaire. Et voilà, je cherche un modèle qui me plairait bien. Comment est-ce que je vais le faire? Ah, celui-là. Voilà, je vais faire un truc qui ressemble à ça. D'accord? Alors, on retourne dans Blender. File. Je veux un nouveau fichier. Donc, je vais faire New. General. Et c'est parti. Donc, je supprime mon cube. X, delete. Je vais commencer par faire mon noyau. Donc, Shift A, ajouter une petite sphère. Alors cette sphère sera le noyau central, ça va m'aider à positionner mes protons et mes neutrons. Donc je vais ouvrir le truc à gauche, j'ai pas besoin qu'elle soit très détaillée, d'accord? Donc je vais faire ici peut-être 12, et là 8, on va voir ce que ça donne. Oui, c'est suffisant, c'est juste pour avoir une boule de centrage de mes protons et de mes neutrons, d'accord? Donc à la limite même, on ne la verra pas. Donc toujours bien nommer vos objets, donc ici cette sphère, je double-clique ici, je vais l'appeler noyau. Maintenant, je vais ajouter un premier proton, donc j'ajoute mesh, UV sphere, même chose, il garde les paramètres de l'ajout précédent. Je vais le laisser comme ça, c'est bon. Donc là, je fais Enter, et si je fais Grab, maintenant, regardez, donc je bouge ce que je viens d'ajouter. Alors ça m'intéresse maintenant ici parce que je vais faire deux choses. À ce proton, je vais d'abord ajouter un modifier, donc une subdivision surface qui va lisser, enfin qui va ajouter des facettes du détail à ma forme. Et après, je vais faire W, non pardon, pas W, bouton droit dessus, Shade Smooth. Donc vous voyez, elle a la boule ici a un aspect très bien rond. Alors, c'est une nouvelle sphère qui est ici, donc je peux ici cliquer sur l'œil pour voir ou ne pas voir. Eh bien, je vais le nommer proton. C'est mes protons. D'accord? Mon proton qui se trouve là, avec S, je vais le réduire un peu. D'accord? Et dans les matériaux, je vais lui ajouter un matériel que je vais appeler proton mat. Et je vais mettre un shader, un simple diffuse BSDF et une couleur bleue. Voilà, comme on voit dans l'image de référence ici, donc c'est des bleus clairs. Donc, voilà, pour voir les matériaux, je vais cliquer ici. Alors, je vais prendre un autre type de bleu, je vais prendre un bleu comme ça. Voilà. Et donc, je le réduis un petit peu encore, je fais S et je diminue. Voilà, donc ici, j'ai créé mon premier proton. Voilà. Maintenant, je vais créer la même chose, donc je vais dupliquer avec Shift D cette boule, vous voyez, donc je sais la bouger, mais ça, ce sera mon neutron. Et à mon neutron, je vais lui donner une couleur rouge, donc je vais dans Matériel, j'enlève
la couleur bleue en ayant cliqué ici sur le moins associé à ce neutron. Et je vais lui mettre une nouvelle qui sera donc, je vais le nommer neutron mat. Et ce sera un simple diffuse BSDF en rouge. Voilà. Donc il a la même taille, c'est bon. Et bien maintenant je vais, un peu au hasard, multiplier les protons et les neutrons autour de mon noyau. C'est parti. Avec Shift D. Maintenant, je vais multiplier les neutrons. Voilà, ça se remplit. On va continuer. Maintenant, je vais reprendre un peu des protons. Voilà, j'essaie de faire en sorte qu'on ne voit plus le blanc du noyau. Ça se remplit encore ici. C'est un gros noyau, hein. J'aurais pu faire un atome plus petit. Mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Voilà, ça m'a l'air bon. Vous voyez ce que ça donne. Donc, c'est sympa. Alors, maintenant, j'ai toujours mon curseur 3D qui est au centre de ma scène. Et ça m'intéresse, je vais mettre des cercles. Alors, Shift A, on ajoute une courbe, Curve Circle. Et si je fais S, vous voyez, ça l'agrandit. Hop. Donc, c'est sur cette courbe que je vais mettre mes électrons. Mais, cette courbe, je veux la voir. Alors, je peux aller dans, ici, l'onglet courbe, je clique sur 3D, et il y a un endroit où on peut lui donner une épaisseur. Pour donner cette épaisseur, on doit choisir ici dans le mode, Fill Mode Full, et on va dans Bevel Depth. Vous voyez, ça lui donne une épaisseur. Mais évidemment, pour une orbite, c'est trop court. Alors, ceci, le Bézier Circle, je vais l'appeler orbite 1. Orbite 1. D'accord? On le voit ici dans le listing des collections. Et donc, je vais diminuer ce depth. Donc, c'est très petit, mais je vais taper 0.03. Ça m'a l'air beaucoup. Il faut faire 0.003. Voilà, ça c'est mieux. Donc si je clique à côté, vous voyez, ça m'a l'air plus correct. Alors, je vais placer un premier électron. Donc même chose, Shift Add, je vais ajouter de nouveau une petite sphère.
Même chose, 8, 12, c'est bon. Donc je fais Enter. Là. Et cette sphère, donc, elle est apparue maintenant ici. Et je vais l'appeler électron 1. D'accord? Comme ça, je sais bien le repérer. Alors, cet électron 1, je le sors de là où il est caché du noyau. Même chose, je vais ajouter un modifier Subdivision Surface. D'accord? Bouton droit, Shade Smooth. S, je vais le réduire. Donc, un électron, c'est petit. Et je vais bien le placer sur son orbite. Alors, à lui, je vais lui donner un matériau lumineux. Hein. Donc, je vais dans Material, Nouveau, et je vais lui donner ici donc un Emission Shader. Voilà. Et je vais le mettre en jaune bien pétant. Voilà. Et une force de, on va essayer 10 pour voir ce que ça donne. Et c'est ici que ça devient intéressant. Maintenant, je vais cliquer dans la vue en rendu. D'accord. Je vais mettre le fond en noir. Donc, pour ça, je vais dans l'environnement. La couleur du fond, je vais le mettre en noir complet. Et donc, j'ai déjà une première vue. Donc, si j'enlève l'overlay, ici, hop, de mon électron avec son orbite. Alors, ici, on peut activer Bloom, parce que ça donne un superbe effet. Encore une fois, il est trop puissant, il faut diminuer son intensité. Mais vous voyez où je vais en arriver. Donc, ça va être très sympa. Par contre, donc je me remets en mode face et je remontre l'overlay. Cette lumière-là, quand même, n'est pas assez pour illuminer ma scène. Donc, je me mets du dessus. Grab, je le mets ici. Et je vais transformer ça, ce point, en soleil. D'accord? Aussi avec une certaine force un peu plus grande de 20. Donc, je fais G pour Grab, R pour Rotate. Et je vais faire mes 3 points. Shift D, là. Je le tourne. Hop, encore une fois. Shift D, je le mets là. Je le tourne. R. Voilà. Et donc... Comme ça, c'est un peu mieux pour l'illumination. D'ailleurs, je peux voir ce que ça donne maintenant. C'est déjà mieux. Vous voyez, donc là, si j'enlève l'overlay, donc on voit que c'est bien illuminé. D'accord? D'ailleurs, un peu trop même. Il faudra peut-être que je supprime, que je diminue la force. Donc, je vais faire ici 10. Là, 10 aussi. Et là, 10 aussi. Donc, les 3, je mets à 10. Voilà. Donc maintenant, je réaffiche l'overlay et je me remets en mode normal. Je vais dupliquer les deux orbites ici. Je peux donner une couleur aux orbites aussi, donc en ajoutant un matériau. Voilà, ici, hop, nouveau. De nouveau, un diffuse BSDF. Donc la diffuse BSDF, c'est la couleur toute simple. Et je vais me mettre en bleu. Je vais voir ce que ça donne. Ouais, bleu ou alors un vert clair. Non, plutôt un bleu clair. Je vois plutôt un bleu très clair. Voilà. Alors, c'est parti maintenant. Je mets en vue orthogonale du dessus. Donc, j'ai appuyé sur 5 puis sur 7. Et je vais dupliquer ce cercle de Bézier. Donc, je fais Shift D, Enter, S. Je l'agrandis un peu parce que les orbites ne sont pas au même endroit. De nouveau, même chose. Shift D, Enter, S et un peu plus grand. Voilà. Alors, comme je suis sur le plan, je vais en profiter pour sélectionner mon électron. Et toujours du dessus, le dupliquer et le placer ailleurs. Donc, Shift D, hop, je vais le mettre sur l'autre orbite ici. Voilà, encore une fois Shift D et je le mets sur la troisième orbite. Voilà. Alors, je vais maintenant... donc déjà, on peut regarder ce que ça donne. Vous allez voir, c'est très sympa. Voilà, déjà, c'est très chouette de voir ça comme ça. C'est un peu fort lumineux, hein, le bloom là. On a envie de le diminuer quand même un peu plus. Voilà. Concernant les orbites, elles ont l'air un peu cassées en angle. On peut ajouter aussi un smooth shader en faisant W, non pas W, F4. Non, je raconte F4. Faisant le bouton droit, Shade Smooth, hop, Shade Smooth, et ici aussi Shade Smooth. Voilà. Alors, maintenant, je vais faire des rotations
de ces orbites, je vais sélectionner l'orbite et l'électron et je vais les grouper, enfin les joindre. D'accord? Donc pour ça, je vais dans Objet et ici, je peux faire Join. Voilà. Si maintenant je fais une rotation, ouais, évidemment, ici, Escape, il ne tourne pas correctement. Je dois faire une rotation par rapport au curseur 3D. D'accord? Donc c'est pour ça que j'ai été sélectionné ici 3D curseur. Si maintenant je fais rotation et je me mets sur l'axe des X, vous voyez, il tourne bien sur l'axe des X. Mais c'est pas sur l'axe des X que je vais faire parce qu'il y a l'électron qui est déjà dessus, donc je vais faire une rotation suivant l'axe des Y. Voilà, et de 1. Même chose pour l'autre, je sélectionne l'orbite, Shift, je sélectionne l'électron, je fais Objet, Join, et maintenant je vais rotationner celui-ci par rapport à l'axe des X. Donc Rotate, X, voilà, et je fais quelque chose comme ça. Et le dernier, je vais le tourner par rapport à l'axe des Z. D'accord? Donc même chose, je le sélectionne, l'orbite, Shift, l'électron, Objet, Join, c'est CTRL-J pour le raccourci. Et toujours par rapport au point de pivot qui est donc le curseur 3D, je vais faire une rotation suivant l'axe des Z. Ah non, l'axe des Z ça ne sert à rien. Je vais encore faire l'axe des X. Rotate suivant l'axe des X. Voilà. Voilà, on approche du but final. Donc j'enlève l'overlay, je remets la vue sous Eevee. Et je trouve que j'ai déjà un truc qui est assez sympa. Voilà. Voilà, ceci termine le premier tutoriel de Blender Rapidus consacré à la prise en main de l'interface. Il y a encore beaucoup à dire, hein, je n'ai pas tout dit, mais voilà, ça vous donne un aperçu déjà de ce qu'on peut faire avec les outils qui nous sont fournis dans cette superbe nouvelle version de Blender 2.8. Voilà, je vous dis à la prochaine et je vous dis une bonne soirée à tous. Salut, salut!